Ça s'enlève discipline d'éveil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous ces écoliers qui sont en vacances, qui viennent à l'école quand même, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, je vais faire un peu d'expérience. Disons que les sciences à l'école primaire ont été d'abord qualifiées de sciences naturelles et les lois Jules Ferry ont transformé ces sciences naturelles en leçons de choses. Et les leçons de choses, alors les sciences naturelles, c'était essentiellement de l'observation. Les leçons de choses, il y a aussi de l'observation, bien sûr, concerne l'étude du corps humain, concerne l'étude des végétaux, l'étude des animaux, mais aussi l'étude des phénomènes qui nous entourent. Et il fallait donc à ce moment-là expérimenter pour montrer un certain nombre de choses. Il fallait faire des expériences. Seulement, on ne faisait peut-être pas confiance aux enfants. Il y avait beaucoup d'enfants par classe et c'était le maître qui faisait les expériences. Et aujourd'hui, je vais faire la maîtresse de cette époque-là. Peut-être que toutes ces expériences que je vais vous faire n'étaient pas faites dans les écoles, mais je vais faire un petit échantillon d'expérience. Alors, pour commencer, je vais tout simplement couper en tout petits morceaux un petit peu de papier léger, un papier de soie, que je mets là pour que, je pense, vous voyez mieux, un petit peu en surélevant. Mais je fais des petits morceaux, hein, donc fin, papier léger, papier fin. Et je prends une règle en plexiglas, je la passe au-dessus de mes petits papiers, et qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout. On ne voit rien de particulier. Je vais prendre, c'est pour faire un petit peu spectacle, je vais prendre de la peau de mouton et je vais frotter très fort cette règle. Il n'y a rien sur la peau de mouton, c'est simplement de la peau de mouton. Et je recommence. Je crois que je n'ai pas assez frotté. Ça fait rien, on a quand même vu quelque chose un petit peu. Un petit peu. Regardez. Les petits papiers se sont collés à la règle. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Alors, il s'agit de ce que l'on appelle l'électricité statique. Ah là là, c'est compliqué ça. Alors, il se trouve que toute la matière est constituée de petits éléments qui s'appellent des atomes. Et ces atomes eux-mêmes sont constitués d'un noyau autour duquel circulent des électrons. Électrons, électricité, hein, ça se ressemble. Et ces électrons peuvent, dans certains cas, s'en aller, ou au contraire, l'atome peut en absorber, enfin, en récupérer d'autres. Alors là, je ne sais pas lequel a pris les électrons, lequel en a perdu. En tous les cas, en frottant ma règle, il y a eu perte d'électrons, soit pour la peau de mouton, soit pour la règle. Et cette règle qui était électriquement neutre est devenue électrique en quelque sorte.
Et c'est pour ça qu'elle a attrapé les petits papiers. Et au bout d'un certain temps, regardez, plus rien ne se passe. Tout est redevenu comme avant. Alors cette électricité statique, on en a des preuves dans la vie courante. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a déjà constaté des choses un petit peu semblables? Non? Avec les vêtements ou bien Avec les vêtements. la porte des voitures. Ouais, les portes des voitures, les vêtements, quelquefois, et on voit même des étincelles parfois. On reçoit des décharges. Oui, absolument. Et les demoiselles qui ont des cheveux longs, là. Oui, sur les ballons, quand on froisse. Oui, absolument. Ou bien, même quelquefois, simplement, en se peignant, en brossant, lorsqu'il y a des températures, enfin, lorsque le temps est un peu orageux, c'est plus visible, les cheveux peuvent suivre quelquefois la brosse ou le peigne. Eh bien, c'est parce qu'en frottant, il y a eu cet effet dont je viens de vous parler. Voilà, c'est ce que l'on appelle donc effectivement les portières de voiture. Quand la voiture a roulé, il y a eu frottement de l'air, il y a eu donc arrachage ou au contraire récupération d'électrons, ce qui rend la portière électrique. C'est pas très important bien sûr, mais disons qu'on peut imaginer un petit peu ce qu'est l'électricité. Alors, pour continuer avec l'électricité, vous savez tous ce que c'est. C'est une pile électrique, une pile de 4 volts 5, que l'on utilise, maintenant on utilise beaucoup moins ça, mais c'était des piles pour lampes de poche et lampes plates, là. Et donc, ce sont des générateurs d'électricité. Lorsque l'on utilise ces piles, vous savez, elles ne sont pas très dangereuses, hein. Vous savez comment on fait déjà pour voir si la pile donne encore de l'électricité? On met la lampe dessus. On met la langue sur les deux petites languettes et puis ça picote, quoi. Si ça picote plus, on peut jeter la pile. Si ça picote, c'est qu'il y a encore de l'électricité. On ne va pas faire ça, on va faire autre chose. Alors, à quoi ça sert? À quoi servaient ces piles-là surtout? Pour les lampes de poche. Pour les lampes de poche, donc à éclairer. Et l'éclairage consiste en quoi? Alors, finalement, est-ce que vous vous rappelez comment c'était ces petites lampes-là qu'il y avait dedans? Maintenant, ce sont des LED. C'est vrai. Faire de la lumière. Faire de la lumière. Mais comment la lumière se faisait-elle? Deux électrodes, un filament. Oui, mais il y avait une petite ampoule. Et l'ampoule, comment produisait-elle de la lumière? Elle produit toujours d'ailleurs encore des ampoules, hein. Parce que Alors pas comme celle-là, hein. Ça, ce ne sont pas des ampoules. Ce sont pas. Alors on va appeler ça les lampes qu'il y avait et qui étaient alimentées par cette pile. C'était des lampes à incandescence. C'est-à-dire que c'était un petit filament qui produit de la lumière. On va voir comment, à la limite, et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors ici, j'ai, peut-être que certains connaissent bien, c'est de la paille de fer. Ça sert à sticker le plancher, un meuble que l'on veut nettoyer ou désencaustiquer. Alors moi, je vais l'utiliser autrement. Je vais relier les deux bornes de la pile à l'aide de ce petit morceau ce sont des fils très très fins, d'acier. Alors, je fais attention quand même. Alors, je vais vous expliquer après. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu? Il a brûlé. Vous vous rendez compte que pour brûler des petits fils d'acier, c'est quand même important. Je vais même prendre un peu plus gros. Vous voyez, les fils là sont un petit peu plus épais. On va voir si ça continue, hein. Et oui, ça brûle. Et oui, il faut faire attention, il ne faut pas faire ça, sinon ça peut être dangereux.
Mais pour expliquer ce qui se passe, eh bien, on a fait ce que l'on appelle un court-circuit. Un court-circuit, c'est-à-dire qu'on a permis à l'électricité de passer très vite. Et quand l'électricité passe dans ces fils-là, il s'échauffe. Là, il s'échauffe tellement qu'il brûle carrément. Dans la petite ampoule dont je vous parlais, là, le fil ne brûle pas. D'abord, c'est un fil en métal spécial, particulier, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle monsieur. Enfin, les ampoules ont été inventées par monsieur Edison. Et dans l'ampoule, il n'y a pas d'air. On a enlevé l'air pour éviter justement que ce filament ne brûle. Ici, nous sommes dans l'air, donc le fil brûle. Alors, ce sont des piles électriques. Est-ce qu'on peut faire marcher une machine à laver avec une pile électrique? Non. Non. L'intensité n'est pas suffisante. Mais vous voyez quand même que même avec une intensité assez faible, on arrive à brûler de la laine d'acier. Et dans une maison, alors quelquefois, il se passe aussi des courts-circuits. Et qu'est-ce qui se passe? Ça prend feu, exactement. Un court-circuit peut provoquer des incendies, bien sûr. Là, vous avez vu, hein, je vous ai montré ça, mais les petits garçons, là, il ne faudra pas recommencer. Hein. Bon, on va maintenant voir un petit peu autre chose. Prendre de l'eau, peut-être. Qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle autour de nous? Le lait? Le lait. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le sens avec ton nez? Ben non. Alors pourquoi? Comment sait-on qu'il y a de l'air autour de nous? Parce que j'ai mis de l'eau. Ah ben ça, peut-être, mais on va peut-être voir à cause de l'eau, effectivement. Et on sait qu'il y a de l'air quand même. Comment peut-on essayer d'imaginer qu'on perçoit l'air? Quand on fait du courant d'air. Oui, exactement, quand il est en mouvement. Quand il est en mouvement, ben je vois madame qui met l'air en mouvement. C'est une bonne idée, par les temps qui courent. On le voit, en fait l'air, on ne le voit pas, on voit ses effets. On voit les arbres qui bougent, les herbes qui bougent également, puis on le sent aussi, le courant d'air effectivement. Mais on ne le voit pas. Alors, comment peut-on constater qu'il y a de l'air quand même autour de nous? Eh bien, je ne sais pas, vous connaissez de toute façon cette expérience, hein, vous connaissez tout ça. Si j'essaie de plonger mon verre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bulles. Il y a des bulles, pour l'instant il n'y a pas de bulles. Hein. Moi j'en ai pas vu. Hein. Il est dur à retirer. D'abord j'ai du mal à pousser. C'est vrai, vous connaissez, tout le monde a fait ça. Et puis, est-ce que l'eau rentre dans le verre? Non. Non. Et pourquoi alors l'eau ne rentre pas dans le verre? Ben, parce qu'il y a quelque chose d'autre, effectivement. Parce qu'il y a de l'air. Et sous quelle forme va-t-on le voir, cet air? Regardez. Hop. Regardez. Et voilà, il est parti. Et l'eau est entrée dans mon verre. L'eau a pu, cette fois-ci, pénétrer dans mon verre. Parce que l'air a été chassé. Mais autrement, ben, l'air, il est là. Et c'est important, effectivement, c'est ce qui nous permet. Qu'est-ce que l'air permet de faire? De respirer. Et oui, sans air, eh bien, il n'y aurait pas de vie. Hein.
sur la Terre. Donc, voilà comment on peut mettre en évidence que l'air existe bien. J'ai pas pris de... Alors, toujours avec cette histoire d'air, on fait une expérience qui est très simple. Bon, pour l'instant, je vais prendre de l'eau dans ce verre. Voilà, bien plein, un verre d'eau. C'est un morceau de Bristol, un papier un peu épais, entre le papier et le carton. Ben, j'en ai mis deux, tiens. Regardez, alors j'espère que mes mains ne vont pas être... Voilà. Il n'y a pas de colle, hein? J'ai pris de l'eau. Regardez ce qui se passe. Le papier tient. Ça, on peut faire. Hein. Surtout quand on est à la plage ou quand on est dans le jardin et qu'il fait beau. Si ça tombe, ben on est un peu mouillé, c'est pas grave. Hein. Et pourquoi? Est-ce que ça vous semble bizarre que le papier tienne comme ça? Non? Oui, c'est spectaculaire. C'est étonnant. Alors, il faut faire très attention à ne pas laisser d'air dans le verre. Il y en a un tout petit peu là. Mais ça ne fait rien, ça marche quand même. Eh bien, c'est à cause de quelque chose dont on entend parler souvent. C'est à cause de la pression atmosphérique. Ah, qu'est-ce que c'est que la pression atmosphérique? Bien, l'air est constitué de molécules. Alors, il y a des molécules différentes. Il y a des molécules d'oxygène, des molécules d'azote, des molécules d'eau aussi. En ce moment, il y en a pas mal dans l'air. On dit que l'air est humide. Hein? Des molécules de gaz carbonique. Il y a aussi quelques molécules de gaz plus rares. Un peu de néon, un peu de krypton, un peu bon. Et ces molécules sont agitées, elles sont toujours en mouvement. Et elles vont frapper toutes les surfaces dans tous les sens, vers le haut, vers le bas. Elles vont en ligne droite jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle, puis elles repartent comme des boules de billard. Et donc, toutes les surfaces sont bombardées sans arrêt par ces molécules. Si bien que ça forme ce que l'on appelle une pression, ça pousse. Alors, pourquoi ces vitres tiennent? Bien parce que ça pousse autant d'un côté que de l'autre. Donc, à ce moment-là, les pressions s'équilibrent et il n'y a pas de problème. Alors ici, quand j'ai mon verre comme ça, la feuille de papier, l'extérieur subit la pression atmosphérique. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui pousse là au-dessus? Le poids de l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut conclure alors, puisque la feuille tient? La pression est supérieure au poids de l'eau. Absolument, la pression atmosphérique est supérieure au poids de l'eau. Au poids de l'eau contenu dans ce verre. Ce qui fait que la feuille tient bien. Alors c'est une expérience très simple et qui montre exactement ce que c'est que la pression atmosphérique. Bravo. Alors toujours, avec ces histoires de pression, on va passer à une expérience un petit peu différente. Voilà, ici. On pourrait presque faire un pique-nique, hein, parce que j'ai apporté des œufs durs. Je vais en écaler un.
Voilà. Donc, on a fait là. Il va tenir, oui. C'est une bouteille que j'ai gardée au frais. Et je mets l'œuf sur la bouteille. Pour l'instant, rien ne se passe. Je vais maintenant chauffer un petit peu l'intérieur de la bouteille. Pour ça, je prends un peu de coton. Je coince là-dedans si je peux. Un peu d'alcool à brûler. Il ne veut pas tenir. Voilà. Je vais enlever l'œuf. Donc, je chauffe un petit peu l'air qu'il y a dans la bouteille, là, tout simplement. Voilà. Et je remets mon œuf ici. Et ça y est, l'œuf est entré tout seul dans la bouteille. Je ne peux pas souffler. Les inconvénients du masque. C'est comme quoi il fonctionne bien puisque l'air n'est pas passé à travers. Voilà. Alors, pourquoi cet œuf a-t-il voulu descendre dans la bouteille à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? L'air était chaud. Où il était chaud? Avec la fumée. Avec la fumée? Et qu'est-ce qu'elle a fait, la fumée? Elle a dit à l'œuf, et petit, viens par ici. Elle lui a dit ça, tu crois? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne rentrait pas d'abord l'œuf dedans? Parce qu'il était trop gros. Bon, pas tellement, il ne faut pas exagérer non plus, mais il était trop gros, il ne peut pas rentrer dedans. Et pourquoi est-il entré tout seul? Il s'est dit, oh là là, maintenant je vais me mettre au chaud, là je vais aller... Non, c'est pas ça. Alors, il se trouve que l'air qui était dans le flacon, là, était assez froid, il faut bien dire, et l'air qui nous entoure est nettement plus chaud, c'est vrai. Et quand j'ai mis mon petit brûlot à l'intérieur, j'ai chauffé l'air de la bouteille. Et quand l'air est chauffé, il s'agite. Il devient, je vous ai parlé des molécules tout à l'heure, les molécules vont plus vite. Donc, elles s'échappent. Et donc, si elles s'échappent, il y en a moins. Et quand elles poussent pour faire de la pression, comme je vous ai parlé tout à l'heure, elles poussent moins fort. Autrement dit, à l'intérieur, ça pousse moins fort qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'œuf? Il a été poussé par l'extérieur. On a l'impression qu'il est avalé, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il est poussé par la pression atmosphérique qui est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça a suffi, parce qu'il n'y avait pas une grosse différence, bien sûr, et puis que l'œuf, quand il est du moins écalé, il est un peu mou, quoi. Il peut encore se déformer un petit peu. Et voilà donc comment on peut mettre aussi en évidence la pression atmosphérique intérieure qui est plus forte que la pression atmosphérique qui est dedans. On connaît ça, les ballons, vous savez, les ballons que l'on gonfle. Eh bien, la pression à l'intérieur est toujours plus forte que la pression qui est à l'extérieur. Et quand il y a un petit trou, eh bien, l'air s'échappe
parce qu'il y a une plus forte pression dedans que dehors, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre en fin de compte. Et voilà mon œuf qui rentre tout seul. Alors, pour le sortir, comment est-ce qu'il faudrait que je le fasse? La bouteille. Imaginez, je le mette comme ça. Il ne va pas sortir, hein? Non. Là, il ne sort pas. Si je veux le faire sortir, là, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la pression? Ça de l'extérieur ne bougera pas. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter celle qui est dedans. Et comment on peut faire, alors d'après ce que je vous ai expliqué? Chauffer. Chauffer la bouteille. En chauffant l'extérieur, l'air va être plus agité, hein, les molécules vont être plus agitées, vont augmenter la pression, et là, ça va sortir. Très bien, alors, bons élèves, hein? Super. Bien. Alors, on va passer à autre chose. Là, maintenant, on a passé de la pression atmosphérique. On va passer à un autre phénomène très important également. Ce sont des phénomènes qu'on ressent tous les jours, tout le temps. Alors ici, c'est autre chose que vous connaissez aussi, je suppose. J'ai un peu d'avis ménager. Je vais faire une espèce de petit bateau là. Je vais mettre là-dessus. Et que fait le bateau? Il flotte. Il flotte. Alors, il flotte. Pour flotter, alors ce bateau, il a un certain poids malgré tout. C'est pas très lourd, mais il a un certain poids. Et il ne s'enfonce pas dans l'eau. De toute façon, on connaît bien ça, ici en Bretagne en particulier. On sait bien que les bateaux, même les bateaux en métal, flottent. Je vais, sans changer la quantité d'aluminium, garder exactement la même quantité de matière. Je vais lui changer de forme. Je vais rendre ce morceau beaucoup plus petit. Je vais même exagérer parce que je vais même taper dessus avec mon petit maillet. Je vais encore essayer, si je peux. J'ai la même quantité, je n'ai pas enlevé d'aluminium du tout. Hein. Je le remets là. Et cette fois-ci, il flotte plus. Il roule. Pourquoi? C'est le même poids, hein? Vous êtes d'accord? Que ce soit un morceau de papier étalé ou bien un morceau de papier plié, replié, c'est le même poids. Qu'est-ce qui a changé alors? La surface, tout à fait. La forme qu'avait ce bateau a changé. La surface, c'est tout à fait une très bonne idée. Quand un corps comme ça est sur l'eau, il est soumis à deux forces. Une force qui le tire vers la terre, c'est ce qu'on appelle son poids. Tous les objets, quand on les lâche, ils tombent. C'est le poids des objets qui les fait tomber, comme s'ils étaient attirés par le centre de la terre. Ce petit bateau est attiré de cette façon-là. Mais en même temps, il est sur l'eau. Et on sait très bien quand on est dans l'eau, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans l'eau? Est-ce qu'on coule comme ça dans l'eau, dans la mer ou dans la piscine? On peut couler, ça c'est vrai. Hein? On peut aussi flotter. Hein? Comme si l'eau vous poussait. Comme si l'eau vous portait. Effectivement, l'eau pousse. Et elle porte un nom, cette poussée. Elle s'appelle la poussée d'Archimède. Effectivement, lorsque l'on met un objet sur l'eau, il reçoit de la part de l'eau une poussée. Et cette poussée dépend de la surface qui est en contact avec l'eau. Donc mon morceau d'aluminium, il est soumis à deux forces. Le poids qui l'attire vers le bas
et la poussée qui le fait remonter. Alors, s'il coule, c'est que le poids est plus fort que la poussée. Quand il flotte, c'est l'inverse. La poussée est plus grande que le poids. Alors, quand on se baigne, comment faut-il se mettre dans l'eau pour être plus sûr de moins couler? Comment il faut? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose, ça s'apporte. On fait la planche. On fait la planche parce que quand on fait la planche, on a une bonne surface en contact avec l'eau et à ce moment-là, ça pousse, effectivement. Et bien, alors après, on va voir tout à l'heure autre chose. Donc, par contre, si la poussée est plus forte, je vous ai dit, ça flotte. Alors ici, je vais montrer une autre expérience avec des liquides. Voilà, je mets de l'eau. Pour qu'on voit bien, je vais un tout petit peu colorer. Un vieux colorant, enfin, on verra bien, j'espère. Condition que je puisse en avoir là. Voilà, un petit peu de mercuricilline, voilà. La colore pour qu'on voit bien. Et si j'ai de l'huile, à manger, hein, voilà. Et je vais tout doucement faire glisser l'huile dans l'éprouvette. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une différence. L'huile, elle flotte. Même avec des liquides, c'est vrai. L'huile, elle flotte. D'abord, elle ne se mélange pas à l'eau. J'ai fait doucement pour... Il y aurait eu des petites bulles, mais elle serait remontée. Elle flotte. Et donc, ça veut dire que même un liquide peut flotter sur un autre. L'huile flotte. Et donc, les liquides sont différents les uns par rapport aux autres. Ici, j'ai préparé un bouchon que je vais laisser glisser doucement dans l'éprouvette. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Il s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il coule dans quoi? Dans l'huile. Mais il flotte sur l'eau. Donc, suivant le liquide auquel on a affaire, on ne coule pas ou on ne flotte pas de la même façon. Et ça, vous le savez aussi, non? Quelquefois, on se baigne dans la piscine, quelquefois, on se baigne dans la mer. Dans quel on flotte le mieux? Dans la mer. Dans la mer, parce que c'est de l'eau salée. Il existe même une mer qui s'appelle la mer Morte, qui est tellement salée, je ne suis pas allée, je ne sais pas, mais il paraît qu'on peut s'asseoir dans l'eau et lire son journal, on ne coule pas. Parce que la poussée est beaucoup plus forte dans l'eau salée que dans l'eau sans sel. Ici, la poussée est plus forte dans l'eau que dans l'huile. C'est pourquoi l'huile flotte sur l'eau aussi. J'oubliais tout à l'heure, vous montrer un objet, j'oubliais tout à l'heure, en relation avec la pression atmosphérique. On ne l'utilise plus, hein.
Peut-être que, Ventouse. oui, quand on est un petit peu plus âgé, on sait ce que c'est. C'est une ventouse. Et comment s'en servait-on et quand? Quand on était malade, on en mettait sur le dos. Oui, quand on avait des bronchites, vous connaissez, oui? Défendez-moi en Saint-Chef, pour dire aussi la levier, c'est ça. Ah non, non. Et comment faisait-on? On Enfin, moi, chauffait l'intérieur. On chauffait l'intérieur avec un coton comme j'ai fait là. Et on appliquait ça sur la peau. Et donc, en chauffant l'intérieur, on diminuait la pression, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, la peau est habituée à la pression atmosphérique. Comme elle a une pression moins forte à l'intérieur de la ventouse, la peau était aspirée. Et ça a laissé des traces pour un petit moment d'ailleurs. Alors, on a abandonné, je pense que ça ne devait pas être le meilleur des remèdes, mais en tous les cas, quand on a un certain âge, on a connu ce genre de choses. Alors, j'en ai trouvé un jour, j'ai dit tiens, je vais les garder pour montrer comment ça se présentait. Donc, on en avait une douzaine, on en mettait sur le dos, on en mettait sur la poitrine. C'était pour guérir les bronchites, paraît-il. Alors maintenant, on va passer à une autre expérience totalement différente. J'ai ici préparé ce matin un jus coloré. Oh, c'est pas très bon à boire, je crois pas. C'est pas mauvais non plus. Hein. En tous les cas, c'est pas du poison. Est-ce que la couleur vous dit quelque chose? C'est pas du vin rouge, hein? Oh non. Non, non. Tu as raison. Du raisin, ça pourrait être du raisin. Ce n'est pas du raisin, du sureau non plus, c'est du jus de chou rouge. J'ai tout simplement coupé un demi-chou rouge en petits morceaux, j'ai mis dans de l'eau et j'ai fait chauffer, jusqu'à atteindre à peu près, ça a bouilli un petit peu, j'ai laissé tremper et puis j'ai filtré, j'ai passé ça dans une passoire et c'est un jus très coloré parce que le chou rouge contient ce qu'on appelle les anthocyanes. On retrouve ça également dans les betteraves rouges, dans un certain nombre encore de légumes. Et ce chou rouge va nous permettre de vérifier certaines choses. Dans le premier verre, je ne mets rien d'autre, ça va être le témoin. Je vais peut-être mettre un petit... Oh, je pense que je vais mettre un petit peu d'autre dans chacun des autres. Ça remplace mes tubes à essai parce que c'est plus grand. Puis, vous voyez, je fais tout avec les choses de la maison, avec. J'ai pas trop d'instruments particuliers. C'est quand même un peu coloré. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau. Car ils ont tous, évidemment, c'est la même couleur puisque. Voilà, je vais rajouter un peu d'eau pour diluer. Voilà. Et donc celui-là, je n'y touche plus. Et je vais rajouter différentes choses dans les autres. Alors, des choses très simples. Je vais commencer par du jus de citron. Je pense qu'on va déjà remarquer quelque chose, non? Ça change de couleur, oui. C'est pas de la magie, hein. On pourrait croire. Je vais mettre maintenant du vinaigre. Est-ce que ça ressemble ou ça ne ressemble pas au jus de citron? Oui, C'est, comment dit-on que c'est de liquide, hein? Acide. Je vais rajouter un peu d'un produit qu'on appelle, non, c'est pas de la moutarde, non. C'est du bicarbonate de soude. Donc, quand on a un peu mal à l'estomac, quelquefois, ou bien pour cuire les légumes secs, pour cuire les haricots, on peut ajouter un peu de bicarbonate de soude, parce que ça permet de les cuire plus rapidement.
Donc, bicarbonate de soude. Alors, je vais essuyer mon couteau quand même, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas tout mélanger. Non, je crois que je vais être obligée. Je pense qu'on verra, mais sinon je vais un petit peu le diluer. En tous les cas, il n'a pas pris la même coloration. On voit d'ailleurs. Il est un peu vert. Regardez, est-ce qu'on voit là? Non, vous voyez pas par transparence? Il est vert. Il est vert? Il est vert. Non. Tout en bas. Tout en bas. Tout en bas? Attendez, je vais un peu le diluer. Regardez quand je verse. Il est plutôt bleu. Regardez. Hein? Je n'ai ajouté que de l'eau, hein, par ailleurs. Donc, je répète, Le citron. jus de citron, vinaigre, bicarbonate de soude. Alors, j'ai pris là encore des choses que l'on a un peu chez soi. Je ne fais aucune réclame pour la marque, hein, c'est du déboucheur de tuyaux. Je vais peut-être enlever un petit peu. Je vais rajouter de l'eau peut-être. Pour le diluer aussi. Sinon. Voilà. Est-ce qu'on voit la couleur là? Oui. Là, cette fois-ci, c'est vert, hein? Et pour finir, je vais mettre un produit qui est de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un produit qu'on n'utilise plus tellement, mais que l'on utilisait autrefois. Vous savez, quand les dames qui avaient des corsets très serrés, quelquefois avaient des problèmes de respiration, on leur faisait respirer les sels. C'était ça. Je vous garantis que ça débouche le nez. Et donc, je mets un petit peu d'ammoniac. Regardez la couleur, vous la voyez, c'est encore un peu concentré aussi. Non, on ne voit pas, c'est trop foncé. Je vais... J'ai pas d'autre verre. Tiens, tu veux pas en jeter un petit peu, s'il te plaît, et puis je vais mettre un peu plus d'eau pour... Alors, regardez ce chou rouge qui était bleu-violet un petit peu. Il devient rouge dans certains cas. Bleu, et même, là, on peut dire qu'il est vert. Hein. Et dans l'autre produit, vous allez voir, il sera également très vert. Alors, c'est drôlement intéressant parce qu'il réagit différemment suivant les produits qu'on lui ajoute. Et on a dit tout à l'heure que ces deux produits avaient quelque chose de commun, le jus de citron et le vinaigre. On a dit qu'ils étaient tous les deux acides. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser en tous les cas? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Que si on ajoute certains produits au jus de chou rouge, ça devient de quelle couleur? Rouge. Rouge. Je pense que Et ces produits qu'on a ajoutés sont donc des produits acides. Et puis il y en a d'autres qui ne deviennent pas rouges. Alors on va dire que ce ne sont pas des produits acides. Alors on vient de voir ici que dans les solutions, dans un liquide donc, suivant les produits que l'on met, on a des couleurs différentes. On va donc dire que le jus de chou rouge est un réactif coloré.
il change de couleur. Et il va nous indiquer si un, un liquide ou une poudre, puisque j'ai mis une poudre aussi tout à l'heure, est acide ou pas. Et si elle n'est pas acide, deux solutions peuvent se présenter parce que là, je n'ai pas, comment dire, ajouté. Ah, j'ai encore un verre, pardon. Je vais par exemple, voilà. Bon, je laisse dans l'ordre. Hein. Ça, c'est des boucheurs de tuyaux. Ça, c'est l'ammoniac. Là, je vais remettre un petit peu de jus de chou rouge. Je vais mettre un peu d'eau aussi pour le diluer, puisque je vois qu'il est un peu trop concentré. Je n'ai pas fait mes essais avant, je vous ai dit. Voilà, là on voit bien qu'il est violet, on peut dire. Mais je vais ajouter, pourquoi pas, un peu d'alcool à brûler, puisque j'ai pris de l'alcool à brûler, hein. Après tout, pourquoi pas. Ah, voilà. Ah, ça devient vert aussi. Donc, ça va nous donner une indication. Donc, il est comme les autres, l'alcool à brûler là. Vous êtes trompé de bouteille. Ah oui, qu'est-ce que j'ai remis de l'ammoniac? Ah, pardon. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Donc, oui, je me suis trompée. Pardon. Je le rince bien. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'il y a deux types. Parce qu'il ressemble un petit peu, mais c'est pas le même bleu. Hein. Celui-ci est plus violet que l'autre. Oui, je me suis trompée. J'ai mis de l'ammoniac, effectivement. L'alcool a brûlé. Je l'ai mis. Il est là. Pardon, il est sur la table. Oui, j'étais un petit peu étonnée. Merci. Un peu d'eau pour le diluer. Voilà. Et un peu d'alcool à brûler. Et là, si on compare le premier verre et le dernier, celui-ci est un peu plus clair parce que j'ai rajouté de l'eau. C'est les mêmes nuances. Hein. Donc on s'aperçoit qu'on a presque trois types d'ajouts. Ceux qui rendent le jus de chou rouge rouge, ceux qui rendent vert ou bleu, puisque c'est un petit peu pareil, et ceux qui ne font rien. Eh bien, on a donc trois types de produits, comme je vous disais, les produits acides. Ceux-ci qui font changer sont dits basiques, et ceux qui ne font pas changer sont dits neutres pour une certaine caractéristique que l'on appelle le pH. C'est un mot qu'on entend, ça, qu'on entend dans les publicités. Alors, le pH, c'est un nombre. C'est un nombre qui va de 0 à 14. Plus le nombre est petit, plus c'est acide. Donc, ces produits-là ont des pH entre 0 et 7. Celui-ci, qui n'a pas fait changer la couleur, a un pH de 7. Et ceux-ci qui ont fait changer en bleu ou jaune-vert, là, ou vert, ont un pH entre 7 et 14, c'est un pH basique. On entend parler de ça aussi pour les sols. On dit la terre est acide et on peut calculer, on peut pas le vérifier en tous les cas, le pH de la terre. Alors, tous les liquides ou les produits que l'on peut dissoudre ont ainsi un pH. Et dans certaines terres, les plantes poussent mieux que dans d'autres. Ainsi, les hortensias sont des
plantes qui poussent bien, ainsi que les camélias, dans les terres acides, donc qui ont un pH plus petit que 7. Par contre, les produits lessiviels en général, donc j'aurais pu mettre aussi de la lessive, c'est la soude, la potasse sont des liquides basiques. Et les neutres, eh bien, il y en a un certain nombre. Alors, on parle souvent également de pH neutre, ce qui est une erreur, parce que le pH est un nombre n'est jamais neutre, ça veut dire que c'est 7. Et on parle de shampoing au pH neutre, c'est un shampoing au pH 7 en fin de compte, qui est ni acide, ni basique. Alors, il y a des produits dont on reconnaît bien l'acidité au goût. Le citron, je vous disais, les oranges également, il y en a d'autres encore. Et il y a également on a également, par exemple, à l'intérieur de nous fabriquons également de l'acide dans l'estomac, par exemple, pour aider à la digestion, et avec un pH assez important d'ailleurs. Bon, je pense que voilà ma magie des couleurs, là, pour finir. Et donc, peut-être une petite dernière chose, c'est un petit tour rigolo, et qui peut s'expliquer aussi de manière scientifique. Et qu'on peut reproduire très facilement. J'ai donc pris un flacon, un petit bout de carton, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie un petit peu ancienne, hein, c'est 10 centimes percés, ça date de 1949, c'est pas si vieux que ça quand même. Et je voudrais faire tomber cette pièce de monnaie dans la bouteille sans la toucher. Alors, est-ce que quelqu'un a l'idée? Comment faire? Dans le trou. Dans le trou? Oui, on va le mettre dans... Non, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de percer la feuille. Hein. Alors, je vais tout simplement, vous pourrez refaire ça chez vous sans problème, si je peux donner une chiquenaude. Ah, je n'ai pas été aussi... Non. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'elle est en hauteur. Je crois que mes doigts sont un peu fatigués aussi. Je vais la mettre là. Ça sera plus à ma hauteur, je pense. Et voilà, elle est tombée dedans. Alors, quelle explication donne-t-on? C'est que la pièce plus le petit papier, on a l'impression que ça forme un tout. Mais ça ne forme pas un tout, ce sont deux objets séparés. Et quand je donne ma chiquenaude sur le papier, seul le papier est impacté par la force que j'ai exercée. La pièce, elle, n'a pas été, comment je dirais, poussée, et donc elle reste sur place et tombe dans la bouteille. Vous pourrez faire ça, hein. C'est facile à faire, avec une bouteille et puis une pièce de monnaie. Voilà, alors je vais vous remercier d'avoir été aussi attentif, puis j'espère que vous n'aurez pas trop perdu votre temps, que vous aurez peut-être appris ou revu des choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci.